Pour la 6e nuit consécutive, près de 2000 personnes ont manifesté sans violence ce mercredi à Al Hoceima, ville du nord du Maroc, pour exiger la libération de Nasser Zefzafi. Ce leader de la contestation populaire qui secoue depuis octobre la région du Rif a été interpellé lundi matin par la police pour atteinte à la sécurité intérieure. Le Rif entier croit à la liberté, à l'humanité et à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons jusqu'au succès de nos demandes qui sont des droits dans les pays démocratiques. Depuis la diffusion vendredi d'un mandat d'arrêt le visant, Al Hoceima, ville de 56 000 habitants, est en effervescence, même si l'activité y reste calme en journée à cause du ramadan. La police a procédé depuis vendredi à une quarantaine d'arrestations visant essentiellement le noyau dur du Irak, selon un dernier décompte officiel. 25 d'entre elles ont été déférées devant le parquet. Leur procès s'est ouvert mardi, mais a été reporté au 6 juin à la demande de leurs avocats qui ont dénoncé des mauvais traitements pendant leur détention. En ce qui concerne la femme du Rif, elle souffre comme l'homme du Rif de l'exclusion, de la marginalisation et de l'injustice. Et c'est pour cela que le Irak continue avec la femme et l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme sera le leader aujourd'hui. C'est le Rif qui est le leader. Le flambeau du Irak populaire est entre les mains de tous les Rifaines et les Rifais. Des heurts nocturnes avaient opposé manifestants et policiers pendant le week-end. Lundi et surtout mardi soir, des milliers d'habitants sont descendus dans les rues du quartier de Sidi Abed, cette fois sans violence. Les manifestations de ces 3 derniers jours ont montré que le Irak conserve jusqu'à présent, malgré les arrestations, une capacité de mobilisation et d'organisation avec l'émergence de nouveaux visages. La classe politique reste de son côté très discrète. Les antennes provinciales à Al Hoceima de 3 partis, dont le PJD islamiste, ont publié un communiqué commun s'alarmant d'une situation grave et désapprouvant l'approche sécuritaire de l'État. Mais leur direction nationale reste pour le moment silencieuse. De l'eau, de l'électricité et des sanitaires, voilà les réclamations des habitants d'Ennerdale, un township près de Johannesburg. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, leur frustration face à leurs misérables conditions de vie s'est transformée en violente colère. Céline Brown est née il y a 21 ans dans cette maison. Entassée avec sa famille, cette jeune maman se sent abandonnée par les autorités. Si le gouvernement ne fait rien pour nous sortir de cette situation, ça ne va faire qu'empirer. Avant, les manifestations se déroulaient dans le calme, mais aujourd'hui c'est de pire en pire et l'État ne fait rien pour nous sortir de là. Voilà les toilettes où les gens jettent leurs excréments. Je suis fatiguée. J'habite ici, là où on jette la merde. Je ne peux pas cuisiner décemment. Je ne peux pas vivre décemment dans cette merde. En 1994, l'Afrique du Sud élisait Nelson Mandela, le premier président noir du pays, avec la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais depuis, aucune maison n'a été construite à Ennerdale, et en Afrique du Sud, 13% de la population vit toujours dans des logements informels. Les manifestations violentes sont devenues courantes, et les activistes ne voient pas d'autre moyen de se faire entendre du gouvernement. Les violences de la semaine dernière étaient dues au manque de services de base. Aucune maison n'a été construite à Ennerdale en 28-30 ans. Nous sommes allés dans la rue pour attirer l'attention du gouvernement, pour qu'il nous construise des maisons durables. D'après l'ONG Oxfam, 3 millionnaires sud-africains possèdent autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre du pays. Entre ces inégalités criantes et les scandales sur la corruption au gouvernement, plusieurs économistes alertent sur les risques d'implosion sociale. L'Afrique du Sud est assise sur une bombe à retardement. Il y a une accumulation de problèmes, trop de choses qui ne marchent pas et qui font monter la grogne populaire. Ça finira par exploser. Le gouvernement de l'ANC affirme quant à lui que des progrès importants ont été réalisés depuis les promesses de Mandela et demande aux communautés défavorisées d'être patientes. Mais les résidents d'Ennerdale se sentent tabous et prêts à retourner dans la rue tant que ce sera nécessaire. « 620 incidents sont détaillés dans ce rapport. Village entier brûlé dans le cadre de campagnes de représailles, des récits de viols collectifs de femmes et de filles parfois âgées d'à peine 5 ans,
des exécutions extrajudiciaires, des décès suite à des cas de torture ou de mauvais traitements dans des centres de détention. L'ONU a passé au crible 12 ans de crimes parmi les plus abominables commis par l'armée ou des groupes armés en Centrafrique entre 2003 et 2015. Le rapport de cartographie provient du Forum de Bangui d'il y a 2 ans et il est également mandaté par le Conseil de sécurité qui a exigé ce rapport. Il couvre une période de 13 ans allant jusqu'à la fin 2015, une période durant laquelle ce pays a connu de graves violations des droits de l'homme. Il y a une cour pénale spéciale, la CPS, qui vient d'être créée et le procureur vient d'arriver. Notre rapport lui sera sans doute utile, ainsi qu'au tribunal, afin de faire avancer le processus de justice individuelle. Fruit d'un travail conjoint du Bureau des droits de l'homme et de la mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, ce rapport recommande à la CPS d'identifier des axes prioritaires d'enquête pour déterminer les crimes les plus graves, notamment les violences sexuelles. Le document cite également des violences graves contre les personnes en raison de leur religion, leur appartenance ethnique ou leur supposée affiliation à des groupes armés, le recrutement de milliers d'enfants par des groupes armés et des attaques contre des acteurs humanitaires et des casques bleus. La Centrafrique a basculé dans l'anarchie en 2013 avec le renversement de l'ancien président François Bozizé par des groupes armés Séléka pro-musulmans, entraînant une contre-offensive des anti-Balaka. L'intervention de la France et de la force de la MINUSCA entre décembre 2013 et octobre 2016 ont ramené le calme dans la capitale, mais la violence des groupes armés a redoublé ces dernières semaines dans l'intérieur du pays.